Alors bonjour à tous, donc comme vous l'a dit Caroline, je suis Vanessa, je travaille comme directrice de croisière depuis une quinzaine d'années maintenant et en partenariat bien sûr avec Voyages d'Exception. J'ai une grande habitude de l'Asie du Sud-Est, notamment de descendre le Mékong, et là c'est un peu une chance parce qu'on va vous parler, enfin je vais vous parler plutôt de deux croisières que nous proposons sur le Mékong. Une première qui va se baser eh bien, sur ce qu'on appelle un peu le haut Mékong, sur la partie entre la Thaïlande et le Laos. Et ensuite, j'aborderai le bas Mékong sur cette croisière qui navigue entre Cambodge et Laos. Donc, tout d'abord pour cette croisière au Laos, nous avons 4 dates, de octobre jusqu'à février. Voici l'itinéraire que l'on propose. Alors, tout d'abord, vous arrivez en avion en Thaïlande, puisqu'on va commencer notre séjour à Chiang Rai. Puis, en bus, eh bien, nous irons à Sop Ruak, qui se situe au niveau du Triangle d'Or. C'est à cet endroit que l'on trouve la frontière entre le Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Et à partir de là, eh bien, nous commençons à embarquer sur le navire pour descendre le Mékong, qui va faire frontière pendant un certain nombre de kilomètres entre le Laos et la Thaïlande. On arrive à Luang Prabang, un petit bijou, une ville pleine de charme, pour ensuite continuer notre descente vers les chutes de Kwang Si, le barrage de Sayaburi et ensuite Pak Lai pour terminer notre croisière à Vientiane. Alors voici le bateau, le RV Sabaidi Pando, petit navire, 14 cabines, donc vraiment un voyage intimiste, un bateau type colonial, tout en bois de teck, où les cabines donnent toutes sur l'extérieur. Vous êtes vraiment en rapport avec le Mékong à chaque instant. Et puis une partie sur le pont supérieur qu'on voit juste ici sur la photo, où vraiment vous pouvez profiter de la navigation et être là. Alors le guide aussi embarque à bord du navire, puisque en plus du directeur conférencier, vous avez un guide local francophone qui est là pour vous parler un petit peu de la vie sur le fleuve. Et toute cette partie où l'on navigue au Laos, c'est une partie qui est encore très authentique, où la population vit encore au rythme des saisons. Et c'est en descendant le fleuve qu'on va se mettre au rythme de la population et qu'on va voir toute cette activité qui se passe autour du fleuve, puisque le Mékong est une artère commerciale très importante, mais aussi c'est un lieu culturel, un fleuve nourricier. Et c'est ça qu'on peut observer durant notre navigation. Vous pouvez voir les cabines et aussi la restauration qui se passe à bord. Alors on vous fait découvrir un petit peu de la cuisine laotienne, mais aussi la cuisine thaïlandaise avec notre chef à bord. Durant ces séjours, nous proposons aussi des extensions. Donc là, c'est de Champasak jusqu'au plateau des Boloven, c'est-à-dire que vous allez continuer votre séjour sur le Mékong, puisque la région de Champasak est une région où passe aussi le Mékong. C'est une région agricole pour le Laos, qui a toute son importance, puisque ici, vous pouvez voir, c'est le Wat Phu, c'est le berceau de la civilisation khmer, le premier temple vraiment angkorien. On peut dire que c'est celui du Wat Phu que l'on visitera. Et le plateau des Boloven, c'est un plateau qui regorge de caféiers, de théiers, de beaucoup de fruitiers. Donc on va visiter tout cela. Et aussi la région des 4000 îles, où là on est sur le Mékong, juste avant qu'il passe en territoire cambodgien. Et ce sont les grandes chutes de Koné. Et ces chutes-là sont appelées les Niagara de l'Asie. Et c'est à cet endroit-là que nous irons pour les observer durant cette extension. Alors la croisière ensuite sur le Mékong entre Cambodge et Vietnam, 2 dates vous sont proposées, du 1er au 14 janvier et du 12 au 25 février 2025. Voici l'itinéraire. Vous commencez tout d'abord par Siem Reap qui vous permet d'aller découvrir les temples d'Angkor. Vous verrez notamment le Banteay Srey, Angkor Wat. Puis en bus, vous rejoindrez Kampong Cham et vous embarquerez sur votre navire pour descendre. Alors là, vous êtes encore sur le Mékong et ensuite vous remonterez à contre-courant pour naviguer sur la rivière du Tonlé et vous approcher au plus près du grand lac du Tonlé Sap et visiter la ville de Kampong Trala, Udong, ancienne capitale royale, pour redescendre ensuite vers Phnom Penh, capitale du Cambodge, puis votre navigation vous mènera à la frontière du Vietnam pour arriver à Sa Dec, puis Ben Che et terminer votre croisière directement à Ho Chi Minh Ville.
Alors votre bateau, pour cette partie du Mékong, eh bien, c'est le Basak Pandao. C'est un bateau de 28 cabines, même principe, c'est la même compagnie. Ce sont des cabines qui sont orientées vers l'extérieur. Vous êtes toujours au contact du fleuve. Depuis votre cabine, il vous suffit le matin d'ouvrir les rideaux et vous pouvez contempler la vie qui se passe sur le fleuve. Et le matin, eh bien, il se passe en général beaucoup de choses. Les temples, les moines commencent à se préparer, partent pour les aumônes, pour aller demander de la nourriture auprès des villageois. Vous avez les jeunes enfants qui se baignent dans le fleuve, vous avez aussi les pêcheurs qui commencent à partir et à poser les filets. Donc depuis votre lit, en général, vous avez déjà une première vue de toute l'activité du fleuve. Et puis sur le pont supérieur, pareil, un espace très agréable qui vous permet de profiter de la navigation. Une extension vous est proposée aussi, puisque la croisière se termine au Vietnam, mais au sud Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Et on vous propose, sur les deux dates, eh bien, de faire une extension pour explorer un petit peu plus le Vietnam et découvrir les villes impériales. Vous irez notamment visiter la ville de Hoi An, un petit bijou absolument incroyable. Vous irez dans l'ancienne capitale royale Hue, voir le tombeau des Ming. Puis vous terminerez par Hanoï, la capitale, ancienne ville coloniale par excellence. Vous passerez devant l'opéra et bien évidemment la baie d'Along. Alors, cette croisière, donc, je vous disais, vous commencez par la visite des temples. Alors, voici Angkor Wat, un grand temple, un des plus grands monuments, d'ailleurs, religieux du monde, un des mieux préservés aussi. Il est construit par le roi Suryavarman II au XIIe siècle. Ces 5 tours caractéristiques sont représentées sur le drapeau du Laos. Vous découvrirez ce grand complexe de 162 hectares avec votre guide. Vous verrez notamment de somptueux bas-reliefs pour cette visite. Vous visiterez aussi le Banteay Srey. Ça, c'est un petit temple absolument incroyable. On l'appelle le temple des femmes, tout simplement parce qu'il est constitué de grès rose et que les sculptures sont tellement fines qu'on dirait de la dentelle. Certains de ces frontons se trouvent d'ailleurs au musée Guimet, qui est juste à côté. Peut-être si vous l'avez visité, vous avez vu ce fronton absolument incroyable, tout ciselé, celui de la bataille des 2 frères qui se trouve donc au musée. Et puis un autre temple que vous visiterez, le Taprom. Je pense que vous connaissez tous ce temple. Il a été représenté dans plusieurs films, là où les racines des arbres vont venir enlacer les pierres et donner cette vision absolument incroyable. C'est un des temples les plus mystérieux. C'est un plaisir de se perdre et de se promener au milieu de ce temple. D'autres temples aussi seront à visiter, comme Angkor Thom. Vous verrez notamment le Bayon avec ses 72 visages sculptés en représentant le roi Suryavarman ou Bouddha. Plusieurs théories existent. Alors, voici encore votre bateau, je vous ai présenté tout à l'heure, quelques images, voici les cabines. Nous avons la possibilité, les lits peuvent être soit rapprochés, soit vous pouvez demander à avoir des lits séparés si vous souhaitez venir avec un ami. Vous avez une salle de restaurant en intérieur qui vous permet, si les journées sont un peu chaudes, d'être dans un espace doucement climatisé qui permet de vous rafraîchir. Sur ce bateau, il y a aussi une salle de massage. C'est vrai qu'après une bonne journée d'excursion, c'est toujours agréable. Et puis notre barman qui, tous les soirs, vous propose un cocktail de sa sélection. Les boissons sont incluses à bord, donc c'est vrai que le soir, c'est toujours agréable quand le soleil commence à se coucher sur le Mékong, de boire un cocktail, de parler un petit peu de la journée avec le guide et aussi de vous présenter les activités du lendemain. Alors, la croisière commence dans l'itinéraire, je vous disais, vous vous approchez au plus près du grand lac du Tonlé Sap. Et là, vous arriverez sur ce lac où se trouvent énormément de villages flottants, puisqu'une partie de la population habite sur ces maisons. Alors on le voit bien ici, parce que c'est une maison qui est en train d'être refaite. Ce sont des bambous qui vont être attachés les uns aux autres et sur lesquels on va poser une maison en bois. Et ces maisons, ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont mobiles, puisqu'il y a un phénomène assez incroyable sur le Mékong, c'est que à partir du mois de juin-juillet, lorsque la mousson commence à être très importante, les eaux du Mékong vont repousser les eaux de la rivière du Tonlé Sap pour gonfler le grand lac du Tonlé Sap, qui devient presque une mer intérieure. Le lac va prendre à peu près 4 fois sa superficie. Et là, beaucoup de villages vont venir s'installer comme des caravanes. Les villages vont se déplacer, s'installer sur le lac. Les poissons vont s'installer aussi dans le lac, venir frayer.
Et à partir du 15 novembre à peu près, date du retournement des eaux, et bien là ce sont des grandes périodes, des grandes pêcheries qui vont débuter. Les villages vont commencer à se déplacer, les filets vont commencer à être posés, il va y avoir de grandes fêtes, notamment à Phnom Penh, et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Si vous partez au mois de novembre, vous aurez l'occasion de voir ce phénomène assez incroyable, de voir les compétitions de barques, puisque chaque village a une barque, et les compétiteurs vont venir à Phnom Penh, dans la capitale, devant le roi, pour s'affronter dans une course avec des bateaux avec plus de 80 rameurs. Donc de très belles choses à voir, et notamment eh bien, ces villages qui vont se déplacer le long du Mékong, les maisons attachées les unes derrière les autres. Vous arriverez ensuite à Kampong Chhnang. Kampong Chhnang est réputé pour ses rizières, mais aussi pour ses palmiers à sucre. Vous verrez notamment comment ils récoltent la sève de ce palmier à sucre, puis ensuite comment ils vont la chauffer, la tourner pour réaliser un sucre qui s'approche un petit peu d'un sirop d'érable, qui a un goût très parfumé, qui est très agréable. Vous verrez aussi eh bien, comment vivent les villageois sur ces fameuses maisons en pilotis qui leur permettent eh bien, de vivre selon les différentes saisons. Alors lorsqu'il pleut énormément, c'est vrai que, ou qu'il fait frais, on est bien dans la maison du haut. Et puis dès qu'il commence à faire un peu chaud, eh bien, ils vont descendre, installer les tables, les chaises, une cuisine et commencer à vivre sous la maison pour être à l'ombre et plus à l'abri. Vous visiterez notamment des écoles. Un projet en partenariat avec la compagnie Pandao a été de créer une bibliothèque. Et donc, si vous souhaitez amener des livres aussi, vous le pouvez. Il y a des projets, on a cœur justement à pousser un petit peu des choses comme ça et à les encourager pour aider les écoliers. Et donc, on va visiter une école à cette occasion lorsque nous sommes sur le Cambodge. Vous verrez aussi le tissage de la soie. Alors, vous verrez vraiment le processus depuis le début, depuis le cocon, enfin même depuis le ver à soie. Vous verrez comment ils les récoltent, ensuite comment ils vont tirer le fil et par des moyens naturels, avec les différents végétaux qu'ils ont dans leur pays, et bien comment ils vont teindre la soie de différentes couleurs, puis le tissage. Alors, ça sera l'occasion d'apprendre vraiment le processus. Il y a aussi une très belle boutique, si vous voulez ramener de très belles écharpes en soie. Vraiment, ils ont une boutique qui est magnifique. Donc ça sera l'occasion aussi d'une visite dans un petit village. Et puis, la croisière vous amènera ensuite à Udong. Udong, ancienne capitale royale, qui a été construite par les rois cambodgiens. Alors cette capitale elle est aussi connue puisque c'est en 1853 que sera signé le traité de protectorat avec la France, pour essayer de lutter un petit peu contre l'empire siamois qui de plus en plus mangeait le territoire cambodgien. Et quelques années plus tard, Udong sera abandonné pour que la capitale se déplace à Phnom Penh, mais c'est une centaine de pagodes et de temples qui sont installés autour de Udong. Udong est construit sur une colline et donc vous donne une vue absolument incroyable sur toutes les pagodes et tous les temples qui se trouvent à ses pieds et aussi bien sûr sur le Mékong. Et notre voyage nous amènera ensuite à Phnom Penh. Phnom Penh, cette vibrante capitale. Alors là, on retrouvera un petit peu de civilisation. Vous pouvez voir juste derrière, c'est le Palais Royal. Et c'est à bord de tuk-tuk que vous partirez pour la visite de Phnom Penh. Vous restez 2 jours. Une nuit sera passée dans la capitale. Donc à bord des tuk-tuk, vous partirez pour découvrir cette capitale avec une architecture européenne coloniale. Vous verrez de grands boulevards avec d'anciennes maisons coloniales, avec des temples. Vous visiterez la pagode d'argent, le musée national. Là, vous avez vraiment un exemple de l'architecture traditionnelle khmer. Ce musée est vraiment très très beau. Il est construit autour d'un petit patio et c'est une des collections d'art khmer les plus importantes du monde. C'est près d'un millénaire de la statuaire qui est représentée et vous verrez l'évolution de l'art khmer. Si on commence à partir des premières statues qui vont avoir un déhanché qui donne un petit côté un petit peu hellénistique et on continue ensuite en arrivant sur l'art pré-angkorien, puis angkorien avec le style du Bayonne, avec des visages qui vont être un petit peu plus marqués, un petit peu plus joufflus, des lèvres rebondies. Donc tout cet art, vous pourrez le visiter dans le musée national. Il y a aussi de la céramique, des bronzes, enfin un musée qui est vraiment exceptionnel, très très riche.
Et puis une boutique qui propose des livres en français, ce qui est rare, et ils ont des publications qui sont superbes. Si vous êtes intéressé, c'est aussi l'occasion. Phnom Penh, eh bien, nous continuerons ensuite par aller voir le marché central. Alors c'est une construction qui date des années 30. L'architecte est Louis Chaudon, un Français, et il va créer ce marché qui est un des plus grands marchés d'Asie, avec un dôme de 50 mètres, avec ses 4 grandes allées. Alors c'est un marché qui est très aéré, donc c'est très agréable, même quand il fait chaud. Eh bien, c'est un marché où il fait bon se promener. Vous verrez que les différents étals sont répartis souvent par aile. Vous avez une aile avec tout ce qui est produits électroniques, vous avez une aile avec tout ce qui est tissu, les kramas, qui sont les foulards traditionnels khmer. Vous avez une aile pour la nourriture, et là vous avez des choses assez surprenantes, je dirais. Donc vous visiterez ce musée en compagnie de vos guides. Et puis l'avantage du navire, c'est que vous êtes en pleine ville, et si le matin vous souhaitez sortir vous promener, faire des photos, lorsque le soleil commence à sortir, eh bien, vous avez la possibilité. C'est le moment aussi où les moines sortent des pagodes. Donc voilà, de très belles photos et de très très jolis moments à vivre lorsque vous êtes à Phnom Penh. Alors, une fois que nous aurons terminé cette visite de la capitale, eh bien, nous reprendrons la navigation pour nous diriger vers le Vietnam. Et là, eh bien, c'est un petit peu un autre monde, parce que si le Cambodge est un pays plutôt calme, eh bien, lorsqu'on arrive au Vietnam, ça commence à être trépidant. Il commence à y avoir de l'activité sur le fleuve. En général, alors vous passez la frontière avec le navire, donc le bateau s'arrête au milieu du Mékong et vous êtes à la frontière. Vous pouvez voir d'un côté le poste frontière cambodgien, de l'autre le poste vietnamien. Et quand vous vous retournez sur le fleuve, d'un côté c'est très calme, et quand vous retournez du côté vietnamien, là vous allez voir plein de bateaux, des marchés flottants, des barges qui sont en train de draguer le sable pour de la construction. Et on voit vraiment la différence quand on est juste à la frontière. La première ville que nous visiterons, au-delà de l'activité, il y a aussi au niveau des religions du Vietnam, ça change énormément, puisque si le Cambodge est à majorité bouddhiste et un bouddhisme Theravada, c'est-à-dire du petit véhicule, le Vietnam va avoir certes quelques adeptes du bouddhisme du petit véhicule, mais plutôt des bouddhistes du grand véhicule, qui est plus proche de la Chine, on va dire. Il va y avoir des catholiques, il va surtout y avoir la religion de Cao Dai, les caodaïstes. Alors ça, c'est un petit peu étrange, c'est vraiment endémique au Vietnam, c'est une religion qui a poussé le syncrétisme, je dirais, à son paroxysme. C'est-à-dire qu'ils vont vénérer aussi bien Victor Hugo, que Jeanne d'Arc, que Shakespeare, que Jésus, Mahomet, et en fait c'est un petit peu un gros mélange. Il y a du caodaïsme, il y a du taoïsme, et donc on ira visiter ce temple tout à fait particulier. Vous verrez à l'intérieur, je dis toujours, c'est un petit peu Disneyland, c'est très coloré. Alors à l'extérieur c'est un peu coloré, à l'intérieur c'est encore plus coloré. Il y a des paillettes, ça brille, donc c'est assez incroyable. Donc les guides vous expliqueront un petit peu les fondements de cette religion, qui est une religion qui est assez récente, c'est début des années 20 à peu près, mais qui a quand même un certain nombre d'adeptes au Vietnam, surtout au sud du pays. Alors, première ville dans laquelle nous arriverons, eh bien, Sa Dec. Alors, Sa Dec, je pense que vous connaissez tous, peut-être si vous avez lu L'Amant, eh bien, c'est la ville où Marguerite Duras, jeune fille de 15 ans, va rencontrer l'amant. C'est lorsqu'elle prend le bac pour aller vers Saigon, où elle est interne au lycée, qu'elle va croiser ce jeune Chinois dont elle va tomber éperdument amoureuse. Lui, il habite aussi Sa Dec, il est issu d'une famille assez riche, et nous visiterons sa maison. Donc, alors vous verrez le portrait du Chinois. Alors c'est vrai que dans le film, il est vraiment très beau. En vrai, il l'était un petit peu moins. C'est drôle parce que vous avez les deux photos côte à côte. Je ne sais pas si ça aide vraiment pour ce monsieur. Mais donc vous verrez cette maison. La mère de Marguerite Duras était directrice d'école, d'une école française qui était alors une école primaire. Et nous irons la voir. Et d'ailleurs, cette école a toujours des classes bilingues en français. Et puis ensuite, nous visiterons le marché de Sa Dec. Alors on arrive en petit bateau, puisque Sa Dec, on l'appelle le nombril du delta. C'est un lieu où il y a énormément de plantes qui poussent. Elle est surtout connue pour l'horticulture, et le marché est assez incroyable. Voilà, là vous voyez une photo, donc vous découvrirez tous les produits locaux. Les guides, bien sûr, vous expliqueront. On vous propose de goûter des choses.
si vous êtes d'accord, bien évidemment. Donc une belle découverte. Et puis le delta du Mékong, eh bien, c'est aussi le moment où on arrive, le Mékong va se séparer en 9 bras. D'ailleurs, Marguerite Duras disait de tous les fleuves, vraiment c'est le fleuve le plus beau, aussi grand et aussi sauvage qu'elle n'ait jamais vu. Et elle parlera de ce fleuve très très bien dans les différents écrits qu'elle fera par la suite. Et là, vous partez à bord de sampans, ces petites embarcations, et vous découvrirez les jardins horticoles, mais aussi les jardins fruitiers de la région de Benche. Vous arriverez ensuite par le canal de Chogao. Alors c'est un canal qui relie le delta du Mékong à Saïgon. Le delta du Mékong, c'est vraiment le grenier à riz, mais aussi qui fournit un maximum de l'agriculture et toute cette production, elle va être transférée vers Saïgon et en général, elle emprunte le canal de Chogao que vous emprunterez aussi avec votre navire et vous verrez un petit peu partout ces marchés flottants organisés où vous avez des embarcations qui vont vendre, par exemple ici, ils vont vendre beaucoup de bananes et des bateaux de plus petite taille vont venir récupérer beaucoup de marchandises, soit pour aller directement sur la capitale, soit pour vendre dans les différents pays. Je dis capitale, mais je dis capitale économique. Saïgon, je dis n'importe quoi sinon. Voilà, et donc on arrivera à Ho Chi Minh, capitale économique du Vietnam. Alors vous visiterez cette grande ville. Alors là, c'est près de 9 millions d'habitants. C'est une ville très jeune et dynamique. Vous verrez le palais de la Réunification. Vous passerez devant la cathédrale Notre-Dame. On vous propose aussi une visite très intéressante, la visite du musée de la médecine traditionnelle. C'est un petit musée qui n'est pas souvent visité et vraiment qui mérite qu'on s'y arrête. On vous expliquera énormément de techniques sur les médecines anciennes, sur la prise des différents pouls et il y a de très très belles pièces aussi qui se trouvent dans ce musée. Donc ça sera l'occasion d'une visite. Et puis on passera bien évidemment devant la poste et on visite la pagode de Tien Hao. Donc une belle visite de Saïgon. Lorsque vous arriverez à Saïgon, on arrivera avec notre navire. On fera une navigation vraiment devant Saïgon. Puis ensuite, le lendemain, on sera transféré dans un hôtel afin de pouvoir découvrir vraiment la capitale en son cœur. Et après cette dernière nuit, le lendemain, ce sera le moment du retour. Et on propose aussi une excursion supplémentaire pour ceux qui le souhaitent. Lorsqu'on est à Saïgon, on va vous proposer d'aller visiter les tunnels de Cu Chi. Je ne sais pas si ça vous parle, les Viet Cong avaient construit tout un système de tunnels, alors très très ingénieux, où vraiment ils vivaient complètement sous terre et il y avait carrément des habitations qui étaient mises en place, des systèmes très ingénieux pour faire sortir la fumée et on vous fait visiter, si vous le souhaitez, ce lieu assez incroyable. Ou sinon, alors pour les et puis pour les personnes qui le souhaitent, l'extension qui vous permet de compléter sur les villes impériales et de remonter vers le nord du Vietnam. Alors le Laos, je regarde juste où j'en suis. Cette croisière au Laos, donc je vous avais montré un petit peu l'itinéraire tout à l'heure, je vais vous le détailler avec quelques photos, mais comme je vous disais, c'est un voyage qui va être différent. Vous allez être sur le Mékong aussi, mais c'est quelque chose de plus sauvage, de plus authentique. Vraiment une vie où on ralentit et on se laisse vraiment porter par le fleuve. On navigue à travers des gorges et le début de votre voyage commencera tout d'abord par la Thaïlande, puisque en avion vous arriverez à Chiang Rai. Et Chiang Rai sera l'occasion de visiter ce temple assez spectaculaire. Pareil, c'est un syncrétisme. Alors, il n'y a pas vraiment de religion qui est associée. C'est un artiste contemporain thaïlandais qui décide. Vous l'avez déjà visité ? C'est très surprenant. Donc cet artiste décide, en l'honneur du roi Rama IX et pour honorer sa ville natale, de construire ce complexe absolument immense. Là, vous voyez le temple principal, mais c'est énorme. Il y a de plus en plus de bâtiments et c'est quelque chose qui est en évolution permanente puisqu'il construit toujours et encore divers bâtiments. À l'intérieur, lorsque vous rentrez dans ce temple, alors c'est d'une beauté à voir, c'est vraiment quelque chose quand il brille comme ça au soleil. Puis à l'intérieur, vous avez des représentations de Superman, de Pikachu, de Yazidan. Enfin, c'est très surprenant, mais c'est vraiment quelque chose à voir. Donc on visitera ce temple blanc.
Ensuite, on a une nuit à l'hôtel et le lendemain, à bord d'un autocar, eh bien, nous irons dans ce lieu qu'on appelle le Triangle d'Or. Alors, on n'ira pas du tout dans les endroits où c'est dangereux, bien évidemment. Nous, on va aller à ce qu'on appelle le point zéro du Triangle d'Or, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, vous êtes vraiment pile à l'endroit où les 3 pays se rencontrent, puisque nous serons côté Thaïlande. Ici, vous avez le Laos. Et là, ici, c'est la Birmanie, qu'on appelle le Myanmar. Donc, c'est très joli. On voit la Sapruok, la rivière qui se jette dans le Mékong et qui change de couleur, les eaux se mélangent. Alors, pourquoi Triangle d'Or? Tout simplement parce que cette région était connue pour être un haut lieu, est connue pour être un haut lieu de production d'opium. Et malheureusement, il y a 2 ans, je crois que c'est devenu le premier producteur d'opium. C'était l'Afghanistan avant, mais ça y est, ça a changé depuis que le Myanmar est en guerre. Et bien maintenant, c'est ici que la plus grosse production mondiale se fait. Donc nous n'irons pas visiter ce lieu. Ça se passe surtout du côté du Myanmar, puisque la Thaïlande a fait un travail vraiment impressionnant pour essayer de favoriser d'autres cultures auprès des minorités ethniques, notamment la minorité ethnique des Hmong, que vous connaissez peut-être, qui est une des minorités les plus connues de cet espace. Et nous irons d'ailleurs visiter le musée ou le hall de l'opium, musée vraiment très très intéressant que j'adore personnellement parce qu'il va vous parler de toute l'histoire de l'opium, comment c'est arrivé, pour quelles raisons, comment les Anglais en ont fait commerce, comment il a permis de pénétrer en Chine, d'avoir une monnaie d'échange. On verra aussi comment il était utilisé à l'origine, l'opium, puisqu'il y a une reproduction d'une salle de fumerie d'opium. Vous avez de très très beaux objets, vous allez voir des pipes, comment ça s'appelle, je ne sais plus, j'ai oublié. Vous verrez tous ces objets. Et ça vous raconte aussi comment ensuite l'opium a été transformé tout d'abord en morphine, puis en héroïne, les ravages que cela a pu faire, mais aussi quels ont été les projets pour essayer de motiver les populations à planter autre chose et à trouver un moyen de subsistance différent. Donc vraiment un très beau musée. Ensuite, nous embarquerons sur le Champa Pandao ou Sabaidi Pandao. Nous utilisons 2 navires. Donc là, vraiment, on est dans des gorges. Le Mékong serpente au milieu des montagnes et c'est très sauvage. Vous avez de la nature vraiment partout. C'est une navigation qui est magnifique. Donc à bord du navire, toujours les boissons incluses. Tous les soirs, un cocktail vous attend. Une partie, un bar qui va être intérieur, qui vous permet le soir d'être un peu plus à l'intérieur. Et puis un système de déjeuner buffet et le soir souvent servi à l'assiette sur ce petit navire. Donc un navire de 14 cabines, donc vraiment un tout petit bateau. Voici encore une vue, donc on navigue sur le Mékong et puis on s'arrête pour visiter des villages qui sont alors parfois cachés par la végétation puisque les eaux du Mékong vont varier en fonction de la mousson. Donc souvent les villages ne sont pas visibles, ils sont un petit peu en retrait pour éviter d'être inondés. Et plus l'eau du Mékong va descendre, va baisser en fonction de la saison, plus des morceaux de rive vont être à découvert et vont permettre aux villageois de planter des légumes, planter plein de choses. Et donc au fur et à mesure, on voit les rives qui sont aménagées de plus en plus. Des petites maisons de fortune sont construites, des abris qui leur permettent de venir se reposer la journée pour pouvoir cultiver. Alors, nous irons voir différentes ethnies. Là, vous pouvez voir des dames qui sont là, ce sont des Laotiens des montagnes. Alors, au Laos, plus de 50 groupes ethniques, plus de 250 groupes sous-ethniques, mais assez facile, on va les catégoriser en 3 grands groupes. On va appeler les Lao des plaines, ceux qui vivent dans les plaines, Lao des versants qui vivent entre 0 et 1000 mètres, et puis les Laotiens des montagnes, ceux qui sont vraiment, qui font partie des ethnies qui sont minoritaires vraiment, mais qui se trouvent, les ethnies montagneuses. Et on verra les différents groupes selon notre parcours, puisqu'au début, on va commencer à naviguer avec des montagnes autour. Donc, on verra vraiment les groupes ethniques, Laotiens des montagnes et Laotiens des plaines, des versants. Et en arrivant vers la fin du voyage, on rencontre les autres types ethniques. Donc, vraiment un voyage assez complet. Nous verrons aussi le tissage de la soie. On verra la technique de teinture, et notamment l'indigo, qui est une des couleurs fortement utilisées par les ethnies.
Et voilà, on se promène à travers différents villages. Les maisons que nous croisons aussi, des maisons sur pilotis, alors voilà, qui peuvent être avec des toits faits de feuilles ou utilisation du bois. Donc on verra toutes les différentes constructions. On voit l'activité sur le fleuve. Alors ça, c'est très régulier. Le matin, vous avez les jeunes qui sont là, qui jettent les filets pendant qu'on navigue et qu'on est en train de boire son café. C'est toujours un moment incroyable. Et un des arrêts que nous faisons est au Mekong Elephant Camp. Alors ça, c'est un projet qu'on est très fiers de soutenir en se rendant dans ce lieu pour le visiter. C'est un couple de Français, vous voyez Wendy qui est juste en bas à droite, qui s'est implanté au Laos il y a à peu près 5 ans. Et ils travaillent pour essayer de réintroduire les éléphants sauvages d'Asie du Sud-Est, notamment du Laos. Il faut savoir qu'il n'y a plus que 300 éléphants qui sont à l'état sauvage au Laos, c'est très très peu. Ils sont en voie de disparition et leur projet, c'est de racheter des éléphants dans des cirques, des éléphants qui ont été capturés de manière illégale, ou de les racheter à des industries forestières qui vont utiliser les éléphants pour tirer les arbres, et il y en a encore énormément au Laos, et petit à petit, ils vont essayer de les réadapter pour qu'ils puissent vivre en toute liberté. Donc, elle vous parlera de la vie d'un éléphant, elle connaît tout ça par cœur. Et ensuite, on part à la recherche dans la forêt des éléphants. Alors, ils sont toujours accompagnés de leur cornac tout de même. Et petit à petit, ils essayent d'obtenir de plus en plus de forêts pour pouvoir leur offrir un espace suffisant. Alors ça, c'est très fréquent, pareil, quand on navigue, on voit des éléphants se baigner, alors souvent en fin de journée, puisque les éléphants qui travaillent encore dans l'industrie forestière, en fin de journée, viennent se laver et boire. Et il est assez fréquent que durant la navigation, on croise des éléphants dans le Mékong. Après cette journée, le lendemain, nous partirons en petit bateau qui nous permettra de rejoindre les grottes de Paku. Alors les grottes de Paku, c'est un lieu de pèlerinage très important qui se trouve en amont de la capitale de Luang Prabang. À l'origine, site d'ermitage, ce sont 2 grottes principales dans lesquelles vous allez retrouver des milliers de Bouddhas faits de différents matériaux avec différentes positions. Donc nous irons visiter ces 2 grottes. Ensuite, le lendemain, nous arriverons à Luang Prabang. Alors, Luang Prabang, c'est un petit bijou. Si vous ne connaissez pas cette ville, il faut vraiment, je vous invite à aller la découvrir. Vous avez le Mékong qui passe ici, la Nam Khan qui passe là, et cette langue de terre, comme ça, qui va avancer. On dit que c'est la langue du dragon. Et vous avez la ville historique de Luang Prabang qui est ici. Alors, nous, notre navire va accoster devant le Palais Royal, dans la ville historique, à peu près juste ici sur le Mékong. Et donc, à pied, on est dans le quartier historique. Luang Prabang a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995 et la partie ville historique est interdite aux gros véhicules. Donc c'est très agréable de s'y promener à pied et c'est ce que nous ferons durant nos 2 journées que nous allons passer à Luang Prabang parce qu'on passe 2 jours à Luang Prabang. On y passe aussi une nuit, ce qui permet le soir d'aller se promener, de découvrir cette ville charmante. Ici, vous avez le Prabang, qui est un temple qui se trouve dans l'enceinte de l'ancien palais royal, qui renferme la statue du Prabang. C'est le palladium du royaume. C'est une petite statue de 50 cm qui pèse à peu près 40 kg d'or et elle est conservée ici dans ce temple. Ensuite, nous nous promènerons dans les rues et on vous propose le matin, très tôt, d'aller voir les processions des moines. Alors on se lève un peu tôt pour ceux qui sont courageux et qui souhaitent venir et on part au moment où le soleil commence à se lever pour aller voir ces centaines et centaines de moines qui vont sortir au moment où le gong commence à retentir dans la ville. Eh bien, les moines commencent à sortir en file indienne avec le moine le plus respectable devant et petit à petit, ils vont aller, tous les villageois se mettent en rang le long des rues et vont leur distribuer de la nourriture, du riz, des gâteaux, des légumes cuits. Et donc cette procession se fait pendant à peu près 40 minutes. Vous avez tous les moines de toute la ville qui vont défiler.
Le lendemain, on vous proposera alors en tuk-tuk de visiter la ville de Luang Prabang. On commencera par le Wat Sieng Tong. Alors ça, c'est un temple à l'architecture vraiment typique de Luang Prabang, hein. C'est un très beau temple du XVIe siècle. D'ailleurs, c'est le seul édifice qui a été épargné lorsque les pavillons noirs ont attaqué Luang Prabang au XIXe siècle. Le temple était tellement beau qu'ils n'ont pas eu à cœur de le détruire, bien qu'ils aient rasé toute la ville. Ce temple est absolument somptueux. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est le dos, hein. Vous pouvez voir ici derrière, c'est un arbre de vie. Tout ça, c'est de la mosaïque. Donc, vraiment très très beau à visiter. Il renferme aussi le char royal funéraire dans un autre bâtiment. Et puis après la visite de ce temple, nous irons voir aussi l'ancien palais royal qui est devenu musée national. Nous irons aussi sur le mont Poussi qui se trouve juste en face pour voir le coucher du soleil. Et le soir, puisque nous dormons et nous restons à Luang Prabang, eh bien tous les soirs, les rues deviennent piétonnes et vous avez un marché de nuit qui s'installe. Et donc ça, c'est très agréable d'aller se promener. Alors il y a plein d'achats à faire, hein, forcément, énormément de tentations. Et eh bien, vous aurez l'occasion, on vous accompagne pour aller voir ce marché. Alors, lorsqu'on est à Luang Prabang, c'est aussi l'occasion de vous proposer diverses activités à bord. Ici, vous avez ce qu'on appelle la cérémonie du Sukwan ou Bassi. C'est une cérémonie traditionnelle laotienne qui permet de réharmoniser vos 32 âmes. C'est une cérémonie qui se réalise pour les grands événements, que ce soit pour mariage, baptême, naissance, mais aussi lorsque vous voyagez, parce qu'ils considèrent que, surtout si vous prenez l'avion, eh bien peut-être que toutes vos âmes qui composent votre corps ne vous ont pas suivi. Et donc, on vous proposera de réaliser cette cérémonie et de réharmoniser vos âmes. Regardez comme ça marche, hein. Et donc, on attache des fils de coton aux poignets. Donc, ça, c'est un moment assez solennel. Et puis, on aura des danses aussi traditionnelles. On vous présentera les différents costumes des ethnies du Laos. Et là, vous pouvez voir, c'est lorsque notre navire est à Luang Prabang et on est le meilleur endroit de toute la ville pour voir le coucher du soleil qui se couche juste à l'arrière de notre pont. Et donc, quand vous buvez votre cocktail et que vous avez les cérémonies qui commencent, vraiment, c'est un moment magique. Après Luang Prabang, eh bien, il faudra quitter la ville et nous arriverons aux chutes de Quangsi. Alors, ce sont des chutes qui sont magnifiques parce qu'elles ont une couleur turquoise, tout simplement parce que ce sont une eau qui est un petit peu calcaire et différents paliers sont constitués et donnent à l'eau une couleur vraiment turquoise. Ensuite, nous arriverons à la ferme des buffles. Alors ça, c'est un lieu aussi qu'on est très très fiers de pouvoir visiter. C'est un projet de 2 femmes qui se sont lancées et qui aident les populations laotiennes. C'est un projet maintenant pour aller au Cambodge, où au Laos et au Cambodge, il y a énormément de malnutrition infantile. Elles se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de buffles au Laos, mais que finalement, ils n'utilisaient pas le lait. Et donc, elles ont lancé le projet maintenant il y a 5-6 ans. Elles s'occupent de la reproduction des buffles, c'est-à-dire qu'elles vont demander aux fermiers d'amener le buffle. Elles vont louer le buffle pendant 6 mois, que la bufflonne reste chez eux. Elles vont s'occuper de faire la reproduction. Et une fois que le petit est né, eh bien, le fermier peut repartir avec sa bufflonne et le petit. Et en échange, il doit venir pour apprendre à traire la bufflonne pour avoir un lait qui est très très riche pour pouvoir donner aux enfants. C'est un programme qui marche très bien. Ils aident aussi pour tout ce qui est production de cochons. Il faut savoir qu'un animal, c'est un peu un compte en banque au Laos, hein. Vous avez votre animal, vous l'avez petit, vous allez l'engraisser. S'il vous arrive quoi que ce soit, votre enfant doit aller à l'université, vous êtes malade, vous avez besoin d'une somme d'argent tout de suite, vous revendez l'animal. Donc, c'est quelque chose de très important pour les populations. Donc, on vous fera visiter cette ferme pédagogique vraiment superbe. Et pour ceux qui ont le courage, on vous apprend aussi à traire la bufflonne. Alors, ce n'est pas facile, mais vous serez tous récompensés à la fin, même si vous n'avez pas essayé, par une glace, puisqu'elles se sont aussi lancées dans la production de glace au lait de bufflonne. Et je peux vous assurer que c'est très, très bon. Alors, nous continuerons notre navigation et là, on arrivera sur un mékong qui va être un petit peu plus difficile à naviguer. Vous avez des rochers qui commencent à affleurer un petit peu partout. Le niveau baisse un petit peu au niveau des montagnes. On commence à arriver dans la plaine. Et là, eh bien, on arrivera, alors, durant cette journée de navigation,
différentes activités à bord vont vous être proposées. Hein. Si vous souhaitez, vous pouvez même conduire, piloter le navire sous la supervision du commandant, bien évidemment. On vous proposera une découverte des différents fruits et légumes de la région, et puis des cours de cuisine et aussi un dîner barbecue. On s'arrête sur un banc de sable, on organise un grand barbecue dehors, on met de la musique et on propose une cérémonie des lanternes. Et là, vous aurez le droit de faire un vœu et de laisser partir dans le ciel cette lanterne. Ça, c'est un moment magique aussi qui se passe sur la croisière. Alors, donc nous arriverons, je disais, au barrage de Sayaburi. Alors, Sayaburi, c'est un des premiers grands barrages hydroélectriques qui est arrivé sur le Mékong, du moins sur la partie laotienne. Il a été ouvert en 2019, donc un barrage assez récent. Il se constitue de 2 chambres d'une vingtaine de mètres chacune, donc c'est quand même un édifice qui est très important. Et le Laos a décidé de devenir la pile électrique de l'Asie et donc continue à construire des barrages. Donc c'est un moment de navigation qui est assez impressionnant. On vous parlera, enfin les conférenciers vous parleront un petit peu des nouveaux enjeux géostratégiques de l'exploitation de l'or bleu qu'est le Mékong et comment l'exploitation de ce fleuve est peut-être une issue pour le Laos pour pouvoir générer un peu d'argent pour pouvoir s'en sortir. Et puis nous arriverons à Vientiane. Alors Vientiane, capitale du Laos. Voici ici l'Arc du Triomphe. Nous serons logés dans un hôtel directement dans le quartier, dans le centre historique de la ville. Alors pourquoi un hôtel? Puisque avant d'arriver à Vientiane, le Mékong est tellement bas en fait, qu'il ne permet plus aux embarcations, même aux petites embarcations, de naviguer. Donc on s'arrêtera à quelques heures de Vientiane, on terminera en autocar et on sera logé dans un superbe hôtel de style colonial en plein cœur de Vientiane, face au Mékong. Donc on garde toujours ce contact avec le fleuve et nous visiterons la capitale avec notamment le That Luang qui est un des symboles du pays, qui contient un cheveu de Bouddha, donc un grand stupa très très vénéré. Ensuite, on vous proposera d'aller visiter le marché de Vientiane, donc 2 journées pour visiter la ville. Et pour ceux qui le souhaitent, on vous propose une extension, comme j'expliquais tout à l'heure, dans la région du Champasak avec le plateau des Boloven. On verra le Wat Phu, ce berceau des premiers rois Khmer et début de la construction de ces temples de type angkorien. Nous irons donc sur le plateau des Boloven pour voir les nombreuses chutes. Là, vous avez That Phané, c'est une chute qui fait près de 120 mètres de hauteur, donc de nombreuses chutes à voir. Et puis aussi des ethnies qui sont sur le plateau des Boloven, comme les Hakka, tout à fait traditionnels, qui gardent un animisme très fort. On vous parlera un petit peu de toute cette population qui se situe sur le plateau des Boloven. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.